dernière conférence de la session mode textile, donc de ce cycle de conférences, avec le témoignage de Children Worldwide Fashion. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. C'est une entreprise qui produit des vêtements pour enfants, plutôt premium et de luxe, pour sa propre marque et pour des marques prestigieuses de luxe qui vont, je pense que vous allez nous en parler. Et là, surtout, c'est un projet de digitalisation donc au service d'une nouvelle organisation d'approvisionnement au niveau mondial de Worldwide Fashion. Et donc, je pense que ça illustre aussi beaucoup la notion à la fois de supply chain étendue, mais ce qu'on a appelé aussi la digitalisation étendue pour le coup. Et donc, c'est un projet avec Bellara Numérique et son outil ISCM. Je laisse la parole donc à Jérôme Boisseau, qui est responsable pôle études et projets IT chez Children Worldwide Fashion, et Pascal Saint-Pierre, responsable commercial ISCM chez Bellara Numérique. À vous, messieurs. Allô? Oui. Ça marche. Jean-Luc. Bonjour à tous. Premièrement, merci pour votre présence. Merci également à Jérôme qui a souhaité témoigner avec nous de ce projet qu'on a mené il y a déjà 2 ans et demi de ça. L'intérêt, c'est que ce projet est assez significatif de ce qu'on peut apporter pour des clients de ce secteur d'activité. Et la démarche qu'on a pu mettre en œuvre ensemble qui nous semblait importante de vous présenter aujourd'hui. Voilà. Donc je vais commencer par laisser la parole à Jérôme pour présenter plus en détail les activités de Children Worldwide Fashion. Désolé pour mon anglais qui n'est pas forcément au top. Voilà, je te laisse la parole, Jérôme, et on va essayer d'intervenir au fil de l'eau. Merci Pascal. Donc moi je vais dire CWF, c'est plus simple et ça évitera de me tromper. Je vais bien me passer à la zapette. Merci. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu CWF. Donc on est une entreprise dans l'industrie du textile. Comme ça vous a été précisé, on est dans la mode pour enfants et plutôt premium luxe. On est situé en Vendée, voilà, pour la petite histoire. Du coup, nos marques, c'est des marques qui nous confient leurs collections sur lesquelles on va réaliser toute la partie conception, approvisionnement, stockage et distribution sur notre réseau de distribution. Donc on a actuellement 16 marques. Pour vous en citer quelques-unes, c'est Hugo Boss, Givenchy, Lanvin, Kenzo, Aigle. Voilà. Et on a 2 marques en propre qui sont Karen Ambo et Billy Blush. Voilà. C'est 3500 modèles par saison, donc pour ceux à qui ça parle dans l'univers du textile. Et on a une vraie valeur ajoutée sur la partie conception. On a vraiment beaucoup de collaborateurs qui sont dans la création de collections et c'est une vraie valeur ajoutée de notre entreprise. Et on a 3 réseaux de distribution, un qu'on appelle le B2B avec du wholesale, donc des personnes qui ont leur propre réseau de distribution. On a aussi des points de vente en retail, et notamment aussi nos points de vente sous la marque Kids Around. Et on est présent sur 12 marketplaces, dont une qui nous appartient aussi, sous la marque Kids Around aussi. Donc on va de la conception jusqu'à la distribution sur ces 3 réseaux sur ces 3 canaux. Le projet sur lequel on est intervenu concerne plutôt le processus de la supply chain amont. Donc je vais faire un focus sur cette partie-là. Qu'est-ce que c'est pour nous la supply chain amont? Donc ça part de la conception du produit. Donc on a un PLM avec lequel on réalise toute la partie conception de la collection. Toute la partie achat avec la négociation des prix, des quantités et des délais. L'approvisionnement. Passer les commandes et puis faire des arbitrages sur les modes de transport parce qu'on ne produit pas tout en proximité, donc les transports aériens, bateaux, etc. sont importants. La partie fabrication, donc on n'a pas de fabrication en interne, mais par contre on a un suivi très précis de notre fabrication et de la qualité de la fabrication, donc les délais, mais aussi la partie qualité. Toute la partie expédition, on est pour la plupart en incoterm FOB. Donc, ce qui veut dire que nous, on prend en charge toute la partie expédition à partir du moment où la marchandise est remise au transitaire. Donc, pour nous, c'est un point important. Et la partie réception logistique. Tout en sachant qu'on a une logistique qui est sous douane et donc soumise à des contraintes importantes réglementaires. Donc, pour nous, ça, c'est toute ce qu'on appelle chez nous la supply amont.
Pour vous donner quelques chiffres, donc on a 35 000 SKU par saison. Donc, pour un SKU, c'est la déclinaison d'un pull dans une couleur, dans une taille. Donc ça fait vraiment un produit unique à chaque fois, hein. Donc ça fait 35 000 par saison. On a 2 saisons par an. Donc pour les bons en maths, ça fait 70 000. On a 250 fabricants, 18 000 pièces par fournisseur et 3 transporteurs principaux. Comme on est sur un segment premium luxe, on n'a pas des grosses séries. On n'est pas sur du mass market, on fait des petites séries chez nos fabricants. Donc ça, c'est important de le préciser. Et dans quel contexte s'est inclus le projet ? En 2019, il y a eu un projet d'organisation et un projet business qui a dit, voilà, nous, on veut positionner des bureaux d'achat sur différents territoires pour qu'on soit au plus proche des fabricants. Et donc, c'est comme ça que le projet, en tout cas, a commencé. Donc, si je vais un peu plus loin sur la genèse du projet, il n'y a pas eu que ça comme événement. Donc, effectivement, il a fallu accompagner dans les enjeux la décentralisation des bureaux d'achat. Ce qu'on souhaitait, c'était avoir un processus unifié. Ce n'est pas parce qu'on avait la volonté de mettre des personnes à différents endroits qu'on souhaitait que chacun travaille d'une façon différente. On voulait garder un processus unifié. On avait la volonté d'avoir une croissance sur nos volumes, d'aller conquérir de nouvelles marques et d'aller chercher de la croissance. Donc il nous fallait un produit qui nous aide à absorber cette croissance. Pourquoi c'était important ? Parce que d'un point de vue technologique, il y avait encore des espèces de fichiers qui traînaient un peu partout. Et du coup, avec le volume de données, ça ne passait pas. Et puis le dernier point, c'était la maîtrise des data en centrale. Et ça, c'est un point qui est non négligeable parce que dans ce qu'on a observé un petit peu chez certains de nos concurrents qui avaient mis des bureaux d'achat en place, ils n'avaient pas nécessairement cette maîtrise de la data en centrale. Et donc du coup, c'était difficile en termes de pilotage sans avoir cette vision globale et centralisée. Et donc, au-delà du projet d'organisation et au-delà du projet de business, on a créé un projet, je dirais, informatique qui venait justement appuyer ces projets d'organisation et ce projet business. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et c'est là qu'on a commencé effectivement à se rencontrer. Pas de suite. Pas de suite. Donc on avait, juste pour vous donner un petit peu la culture, parce qu'effectivement, avant de rencontrer Bellara, il y a eu une petite histoire. Bon, la première chose, c'est qu'une fois que notre direction a eu l'idée, il fallait la déployer rapidement. Donc ça, c'est normal, hein, comme tous les projets, je pense. Et ils ont bien raison, parce que c'est un bon signe d'agilité, donc c'est bien d'être contraint par ça. Et on était sur une culture de sur-mesure très forte. Donc la première idée, c'était de se dire, on va prendre des personnes, on va faire du spécifique, un logiciel spécifique qui va être dédié à l'entreprise, et on part comme ça. C'était une bonne idée. Mais on est arrivé dans un contexte en 2019 où les ressources IT déjà commençaient à être très rares. On n'arrivait pas en fait à avoir toutes les ressources qu'on avait besoin pour pouvoir déployer cette solution. Et donc du coup, on s'est dit là, on va jamais tenir le jalon. On n'a pas de problème au niveau du budget, mais le jalon, on va pas l'atteindre. Et donc, je m'étais connecté en fait à la Supply Chain Event sur la liste pour voir qui est-ce qu'il y avait cette année sur la Supply Chain Event. Et c'est là que j'ai vu qu'effectivement, j'ai découvert la solution ESCM et que l'histoire a commencé ensemble. Alors, c'est une vraie histoire. Hein. Tu m'as bien contacté plus tard. Oui. Et tu n'es pas venu sur le salon Non, je ne suis pas venu. Je me suis connecté sur le site, en fait. J'ai vu la liste des fournisseurs. Tout à fait. Exactement. Merci, Jérôme. Effectivement, nous, on était enchantés de répondre à la problématique de CWF. Problématique, vous avez compris, qui était quand même assez exigeante, puisque culture du sur-mesure, et nous, on est éditeur de logiciels, on ne fait pas de sur-mesure, du moins, rarement. Mais avant de revenir sur comment nous avons pu travailler, vous présenter brièvement notre activité. Nous sommes éditeurs, spécialistes de la supply chain, pour les marques de mode et pour le luxe. Nous sommes basés sur la côte basque, alors nous sommes des maritimes chacun, je ne sais pas si ça a aidé, mais quoi qu'il en soit, c'était le cas. Et pour la petite histoire, basée proche des marques de surf, on a commencé à les accompagner il y a plus de 10 ans de ça par rapport à leur problématique d'approvisionnement qui était très forte par rapport à la croissance qu'elles pouvaient connaître. Donc on avait vraiment créé le produit, presque du sur-mesure d'ailleurs, pour ces marques-là. Mais petit à petit, on s'est rendu compte que ce n'était pas finalement la façon de travailler des marques se ressemblait. Et suite à deux projets clés, une première expérience
avec un client basé dans le centre de la France, enfin assez proche de Paris d'ailleurs, et un autre client dans le luxe. On s'est rendu compte que ISM faisait sens et méritait d'être plus mis en avant et de devenir un véritable produit avec une vraie stratégie à mettre en œuvre, à la fois de commercialisation, remettre en place des roadmaps, s'organiser vraiment pour pouvoir répondre aux besoins du marché, parce que le marché avait ce besoin-là. Et ça, je pense qu'il a toujours. Et c'est vraiment ce qu'on peut observer d'ailleurs actuellement. Aujourd'hui, à la suite de ces changements-là, on a grossi. Nous sommes 18 aujourd'hui collaborateurs à travailler sur la solution, sur tous les secteurs. On a du marketing, du commerce évidemment, mais surtout des ingénieurs qui sont extrêmement dédiés aux produits, qui connaissent bien le métier. Ça, c'est aussi notre force, j'espère. Des consultants qui parlent métier. Oui, alors ça c'est vrai parce qu'effectivement, un des points forts, comme on était en retard sur le projet, on a rencontré des personnes qui maîtrisaient bien la méthodologie projet, donc ça c'était important, qui maîtrisaient bien le processus du textile, et ça c'était important, et en plus qui avaient effectivement un logiciel et des ressources de développement à disposition pour nous aider. Et donc ça a été un vrai plus dans notre choix, quoi. Exactement. Juste pour conclure, avant de passer vraiment sur les challenges du projet, aujourd'hui nous sommes sur une base installée de 15 clients, base qui est en croissance évidemment. On développe le commerce à la fois sur l'Europe du Nord, la France bien évidemment, notre marché domestique, et l'Europe du Sud. Donc on a une vraie stratégie de croissance européenne. 15 clients installés, plus de 3000 fournisseurs connectés. Ça c'est un peu notre gloire, on va dire. 3000 fournisseurs répartis partout dans le monde qui utilisent quotidiennement la plateforme. Ça c'est très très important. Voilà, c'est ce qu'on pouvait retenir par rapport à tout ça. Si on revient au challenge du projet, effectivement, comme on a pris le projet en cours de route, entre guillemets, un time to market hyper réduit. Jérôme nous avait mis dessus de la pression, nous a dit voilà, il faut qu'en 3-4 mois, on ait implémenté votre solution. Implémenter une solution, c'est pas si simple. Il faut se connecter à un système d'information, il faut comprendre le besoin du client. Parce que notre rôle, c'est vraiment de l'aider dans sa politique, d'adresser sa stratégie. Ça, c'est très, très important pour nous. Et puis après, il faut aussi former les utilisateurs. Ce n'est pas que les utilisateurs en interne. Il y a aussi les fournisseurs. Et puis, un projet tel que le nôtre met en œuvre un grand nombre d'acteurs de la supply chain. Les organismes de contrôle qualité, les transporteurs. Tout le monde est impacté. Ça, c'est le premier challenge qu'il fallait adresser. Compliqué. Le deuxième, c'est qu'on parlait d'une organisation nouvelle, c'est-à-dire qu'il y avait des nouveaux processus qui étaient mis en œuvre dans la société. Et il fallait qu'on y réponde, et on devait y répondre avec un standard. Et c'est ce qu'on a pu montrer au travers de ce projet, c'est qu'un standard finalement s'adapte. Alors évidemment, moyennant un paramétrage standard, on va adresser 80% des problématiques. Notre rôle, c'est de chercher les 20% manquants pour adresser exactement la problématique de chacun de nos clients, sans faire de spécifique. Et c'est là qu'on va travailler en collaboration avec nos clients. L'autre aspect, bien évidemment, c'est le système d'information complexe. Un projet tel que le nôtre se connecte à un ERP, le ERP qui était en plus un ancien ERP. Alors, il y a eu la vision aussi de CWF, qui avait aussi un projet ERP de migration à mettre en œuvre et qui a su attendre pour prendre un quick win en utilisant ce type de solution-là pour de suite prendre, on va dire, les avantages pour adresser une politique. Et le ERP, finalement, ça va venir plus tard et c'est en train de venir d'ailleurs. Oui. Sur ça, c'est vrai nous, on a attendu, donc on est sur une solution qui s'appelle Movex et on est en train de basculer sur une solution cloud de M3. Ça a été un point important parce qu'effectivement, c'est posé cette question, est-ce qu'il faut attendre ou pas? On a bien fait de ne pas attendre. En tout cas, avec le recul, ça nous a aidé à structurer notre processus, à mettre tout le monde vraiment sur la même façon de travailler. Et pour le coup, ça va être une aide pour nous après pour passer à la nouvelle solution puisque on aura déjà basculé les gens dans un nouveau mode de fonctionnement. Exactement. Le RP, c'est une chose. Il y a aussi le PLM sur lequel il faut se connecter. Il faut qu'on se nourrisse de ces informations-là. Là aussi, un nouvel enjeu. Là, on s'est connecté à Centric en l'occurrence, mais ça fait aussi partie de notre métier que de récupérer l'information complète pour pouvoir, encore une fois, adresser la stratégie. Et enfin, il y a toute la partie qu'on oublie bien souvent, enfin deux parties qu'on oublie d'ailleurs. La partie connexion, plus TMS, connexion avec les transitaires. Il est important de se connecter avec les transitaires qui vont être amenés à intervenir sur la supply. Et là, on fait des connexions automatisées. Là aussi, c'est un vrai travail à mettre en œuvre. On ne parle pas de se connecter à la plateforme, simplement manuellement. C'est de se connecter informatiquement, échanger des flux et donc gagner en visibilité, gagner à la fois pour la marque et pour le transitaire d'ailleurs, puisqu'on lui donne en automatique
les contenus qu'il devra charger. Et enfin, la partie restitution, pilotage, il a fallu s'assurer aussi que toutes nos données qu'on mettait en œuvre, tout ce travail qui était effectué allait servir à des fins de pilotage. Donc les outils que vous utilisez vous pour réaliser vos KPI, il fallait s'assurer que nous, on était capable de les alimenter convenablement. Et ça aussi, c'est un vrai enjeu. Parce qu'au-delà de l'organisation, il y a le pilotage de l'organisation. Et ça, c'est la direction générale nous attendait au tournant. On a essayé, bien évidemment, d'y répondre. Le dernier aspect de ce projet, une fois qu'il a été mis en œuvre, je vous dis, on a mis du standard, on a fait vite, on a cherché des quick wins. Mais après, on a essayé d'aller plus loin parce que CWF a la culture un peu du luxe, du premium, mais ils sont assez exigeants. Donc on a travaillé sur l'aspect qualité. On a co-construit une solution qualité ensemble. La qualité, c'est clé dans la fabrication des produits de CWF. C'est l'exigence vis-à-vis des marques avec qui ils s'engagent pour fabriquer leur collection dédiée à l'enfant. Ça, c'était une chose. Et puis maintenant, plus récemment, on travaille également sur la partie traçabilité, puisqu'on pourra en reparler tout à l'heure. La traçabilité est une conséquence de tout le travail qu'on a mis en œuvre pendant tous ces processus-là. Et avec CWF, je pense qu'en début d'année, on pourra afficher assez fièrement du QR code sur les produits pour pouvoir finalement, mais assez facilement d'ailleurs, répondre aux enjeux qui se présentent pour les marques aujourd'hui, et concernant notamment la loi AGEC, mais pas que ça. C'est aussi une façon pour les marques de s'adresser à leurs consommateurs. Ça, c'était vraiment les challenges du projet qu'on a pu rencontrer. Et aujourd'hui, avec le recul, Jérôme, c'est l'autre slide, ça. C'est ça. Je vois dans ton regard qu'il faut que j'appuie sur la petite zapette. Voilà. Donc effectivement, si je dois vous faire un petit feedback sur le projet, le premier point qui est important, c'est le mode collaboratif. C'est-à-dire qu'on a une plateforme et on va avoir beaucoup d'intervenants autour de cette plateforme qui vont regarder la même information au même moment. Alors, pour nous, en interne chez CWF, c'est des acheteurs, des approvisionneurs, toute la partie labo qualité, des responsables qui suivent les indicateurs, ou des managers plutôt. Et puis à l'extérieur, alors effectivement, on parle facilement de nos fabricants, mais pas que. Il y a aussi les organismes de contrôle qualité qui vont faire les final inspections, les labos, les transporteurs, et puis demain, certainement, nos centres logistiques. Donc on va quand même adresser beaucoup de rôles autour d'une même plateforme. Et ça, pour moi, c'est un des points les plus importants. On regarde tous la même information au même moment et on partage. Il y a de la traçabilité sur chacune des données qui sont modifiées. On peut mettre des commentaires, on peut échanger. Et ça, c'est quelque chose d'important pour ça. Oui, exactement ça. On a tendance à désiloter finalement les organisations. Complètement. Et c'est une vraie problématique qu'on rencontre partout chez nos clients, effectivement. Tout à fait. Et puis en plus, on est sur le cloud, donc on est sur toutes les zones, on n'a pas de problème de disponibilité, de scalabilité. Donc vous nous avez bien accompagnés sur cette partie-là. Donc voilà, on est tranquille, on peut être sur tous les continents en train de se connecter au produit. Et il est toujours dispo. Sur le processus, effectivement, on a bien été sur l'engagement un processus, un outil. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui autour de ce processus, autour de cet outil, suivent un même processus. Et on avait un enjeu aussi que je n'ai pas détaillé, c'est que dans la mode, on avait un processus de sample, donc la pré-série, et un processus de série. Et donc notre processus de série, lui, avait déjà quelques outils, vieux et beaucoup sur Excel, mais le processus de pré-série, lui, n'était pas du tout outillé. Et en fait, on a fait la première chose, c'est qu'on a outillé le processus de pré-série, et on a fait la même chose avec la série, et tout le monde est dans le même flux. On a bien absorbé les volumes, donc effectivement, la croissance qui était attendue a bien été présente et on n'a pas eu de difficulté avec le produit à absorber cette croissance. Donc ça, c'est top. Et enfin, effectivement, on a pu mettre la partie qualité très très rapidement en œuvre parce qu'on a des bases qui sont solides et du coup, on a relié le produit à notre PLM et très rapidement, on a mis en place la partie qualité sans pépin. Effectivement. Il y a un autre point aussi qui n'apparaît pas forcément ici, c'est que le succès de ce type de projet, c'est aussi que le fournisseur, enfin pas que le fournisseur, que tous les intervenants de la supply jouent le jeu. Et ça, c'est fondamental pour eux sur un projet. Donc il y a une forme d'accompagnement que doit avoir la marque quand elle décide d'équiper, de donner ce type de solution à ses fournisseurs. Il faut savoir les embarquer. Et finalement, il faut tout savoir leur montrer les avantages que tout le monde a à se servir de ce type de solution-là. Parce que finalement, on voit qu'on met en place des vrais partenariats avec les fournisseurs. Il faut être capable, encore une fois, de les embarquer, de leur proposer une solution qui soit user-friendly, évidemment, mais surtout qui soit pertinente par rapport à leur contexte. Et c'est ça qui va faire la richesse, finalement,
des échanges et surtout qui va sécuriser cette partie des approvisionnements. Et ça, c'est aussi un des enjeux sur lesquels nous, on se bat au quotidien pour que non seulement on satisfasse notre donneur d'ordre, notre client, mais il faut voir au-delà de ça. Il faut aussi se positionner sur tous les utilisateurs de ce type de solution-là. Et c'est là qu'on intervient également. Tu confirmes? Hein? Tu confirmes? Je confirme. Et donc, du coup, si je dois ramener un petit peu les avantages qu'on a eu sur tout le processus, alors j'ai pris des grandes idées, hein, il y en a plus que ça, mais les grandes idées, c'était qu'effectivement, sur la partie conception, donc j'en ai parlé, on a rapidement inclus la partie qualité. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans toutes les entreprises, mais en tout cas, nous, on avait des nomenclatures de produits finis qui étaient assez complètes déjà. Donc, on a juste eu à les mettre dans ESM et c'était du coup parti. Sur la partie achat, effectivement, comme il y a ce mode collaboratif en proximité avec les fournisseurs, tout ce qui est fixation du prix, du délai, confirmation finale, c'est un vrai plus. Et tout le monde est notifié de ce qu'il a à valider et ça nous apporte vraiment de la flexibilité et de l'agilité. Sur la partie approvisionnement, une des difficultés qu'on rencontre dans nos métiers, c'est les changements de... Alors en plus, la supply, ces 3 dernières années, elle a été un peu bousculée, hein, tout le monde est un peu courant de ça. Donc forcément, il faut prendre des décisions très rapidement sur les ordres d'achat, sur les modes d'approvisionnement, sur les quantités, sur des choses comme ça. Et donc, on a effectivement une fonction de split avec en masse. Hein. Donc, on a 35 000 SKU. Donc, ça représente aussi pas mal d'arbitrage à chaque saison. Donc, on a un outil qui nous permet de découper les ordres d'achat en fonction de choix d'approvisionnement et des choses comme ça. Donc ça a été bien perçu, c'était un vrai plus pour les ressources. Sur la partie fabrication, donc là on a de suivi de fabrication qui est dans ESCM, mais qu'on n'utilise pas encore à 100%. Je vous dirai un peu tout à l'heure. Donc pour nous, c'était important de pouvoir récupérer toute la data et la mettre dans une petite base de données exprès qui est structurée pour faire des indicateurs. On récupère cette data et on vient la faire correspondre à d'autres données de notre système. Et donc, on a tous nos indicateurs de production qui peuvent être faits grâce à ça. Et puis, on a tout le suivi des tests qualité. Donc, quand il y a la final inspection qui est faite, que ça peut partir, tout est tracé à ce niveau-là. Sur la partie expédition, gros gain aussi chez nous, parce qu'on a différents modes de packing et différents modes de réservation. Donc on a pu mettre tous nos packings à l'intérieur et du coup sécuriser le processus de facture. Donc on n'est pas sur une dématérialisation à 100% de la facture, une comparaison. Par contre, tout le workflow est sécurisé avec des OK pour moi et du coup ma packing correspond bien à ma facture. Bien évidemment, c'est important pour nous, pour les problématiques douanières, etc. Donc il faut une conformité là-dessus et on a gagné en qualité sur cette partie-là et surtout en énergie des approvisionneurs pour obtenir le bon résultat très rapidement. Et puis sur la partie réception logistique, pour l'instant, on ne l'a pas mis en avant. C'est complet. C'est bon? Ouais. Les difficultés qu'on a rencontrées, parce que c'est un projet très court, et comme toujours. Et comme un projet, ça ne se déroule jamais comme on a vraiment envie que ça se déroule. On est tombé en pleine période de Covid. Donc ça a été un projet où on s'est un peu malmené. Et effectivement, une des difficultés qu'on a rencontrées, même si Bellara nous l'avait bien dit, les fournisseurs, c'est compliqué à déployer, même si on en était conscient, on avait imaginé un plan A et le plan A il est tombé à l'eau, on a imaginé un plan B qui est tombé à l'eau, et etc., etc. Donc ça a été vraiment, ça a consommé de l'énergie bien plus qu'on avait imaginé. On avait imaginé un mode où, en gros, nos approvisionneurs vont à la rencontre d'un ensemble de fournisseurs. On avait imaginé un mode où il y a des fournisseurs qui viennent chez nous. Après, on a imaginé un mode où on fait tout à distance, mais vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même interaction. Et sur certaines parties du process, on avait sous-estimé le changement culturel pour eux. Parce que c'est eux qui utilisent notre outil, notamment sur la partie packing et sur la partie booking. Là, tout se fait automatiquement, c'est-à-dire qu'ils cliquent, ça réserve directement chez le transporteur et c'est parti. Avant, ils se mettaient un peu d'accord avec des agences à des moments, voilà. Donc, on ne peut pas se mettre d'accord, il y a des règles et effectivement, il faut respecter ces règles. Et il y a eu aussi du changement culturel par rapport à ça pour eux. Même si effectivement, certains de nos fournisseurs utilisaient déjà la plateforme ESM via de vos clients. Oui, c'est le cas. Ouais. On retrouve des fournisseurs qui sont clients de notre plateforme pour plusieurs de leurs clients. C'est assez drôle d'ailleurs.
D'ailleurs, certains se plaignent qu'ils ne sont pas forcément les mêmes versions, mais on tend à avoir toujours la même version, bien évidemment. Mais c'est vrai que globalement, ils y trouvent leur compte, même si le début peut paraître difficile. Mais la structuration qu'on leur apporte, ça, c'est un vrai intérêt. Et encore une fois, là, je pense qu'on peut parler de partenariat à l'issue, quand vous avez mis ça en œuvre avec eux. Je pense que ça renforce aussi la relation que la marque, le donneur d'ordre, peut avoir avec son fournisseur. Donc ça l'ancre dans le temps, évidemment, et ça apporte de la sécurité et des gageurs de succès pour tout le monde. Oui, je suis d'accord. Donc effectivement, dans les problématiques qu'on rencontre, on a toujours un transporteur qu'on n'a pas réussi à intégrer, pour des raisons plutôt technologiques en fait. Pour pouvoir s'intégrer, il fallait qu'il développe en gros des web services à mettre à notre disposition, enfin à la disposition de Bellara, pour qu'ils puissent interagir avec. Il y a eu du turnover en fait chez eux au niveau de l'équipe informatique et du coup ils ont mis du temps à nous délivrer ces web services parce que on a cette exigence de vouloir être en temps réel, c'est-à-dire qu'on ne veut pas des trucs à l'ancienne, ça ne nous intéresse pas si c'est pour rien gagner. Donc on veut des choses sécurisées aussi parce que vous savez qu'on a tous des contraintes de sécurité dans nos systèmes d'information, donc on préfère attendre d'avoir la bonne solution et de se plugger dessus, mais ça devrait arriver bientôt je pense. Et puis le dernier point, c'est la gestion des composants multifournisseurs. Quand on a fait l'étude de besoin sur la partie qualité avec Bellara, on a loupé ce point-là. Donc le produit, pour l'instant, il ne le traite pas. C'est pas très grave, hein, ça ne nous empêche pas d'avancer. Mais la problématique, c'est que d'abord, chez nous, il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire ces composants multifournisseurs et comment on les traite et comment on permet la validation du produit fini. Donc on a un petit travail de réflexion, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un manque fonctionnel par rapport à ça. Mais on va avancer. Oui, on va avancer, on est là pour ça. Et dans la collaboration justement qu'on a mis en œuvre, l'idée, c'est d'avancer sur ce type de sujet. C'est pas non plus de faire du spécifique pour nos clients. Quand on réalise une nouvelle fonctionnalité, on se pose la question, quel va être le bénéfice pour l'ensemble de nos clients? Alors certains les utilisent, d'autres n'utilisent pas, ne bénéficient pas forcément de l'apport. Mais quoi qu'il en soit, nous, on a notre devoir, c'est de penser si ça va s'adresser au plus grand nombre. Et à ce moment-là, on co-construit, on développe. Mais pas avant. Exactement. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Parce qu'effectivement, ESM, pour nous, c'est un produit qui est important sur la chaîne de valeur. En tout cas, on lui a confié des processus importants pour nous, qui est toute la supply amont, et donc on va continuer de le faire grandir. Donc on doit déployer la prise de rendez-vous à l'entrepôt logistique. Donc ça, c'est un des points importants. Et le point, je dirais, peut-être encore plus important, c'est que aujourd'hui, il y a la volonté d'apporter de la transparence par rapport à nos produits, par rapport à la façon dont ils sont conçus, les approvisionnements, etc. Et puis, il y a aussi la sortie d'une loi AGEC qui est applicable à partir de janvier l'année prochaine. Et du coup, on va déployer ensemble les fameux QR codes sur les produits. Alors ça, c'est nous qui mettons les QR codes, mais c'est vous qui allez nous fournir les interfaces pour pouvoir que chaque consommateur puisse consulter les informations derrière ces QR codes. Oui, exactement. C'est un sujet hyper intéressant parce qu'en fait, le fait qu'on devienne le référentiel un peu unique de travail avec, on va dire, un maximum d'intervenants sur l'approvisionnement, hein, sur la chaîne de valeur, de manière naturelle, on collecte au quotidien l'information qu'on va devoir retranscrire au client final ou au légal également, hein, au gouvernement. Ça se fait de manière naturelle. Donc rapidement, on a analysé les besoins de la loi AGEC et on a pu mettre en œuvre la restitution. C'est vrai que la restitution va se faire au travers de notre offre, mais il y a d'autres offres aussi qui peuvent faire de la restitution pour le grand public. Mais nous, l'intérêt et ce qu'on voulait apporter à CWF en l'occurrence, c'était justement, encore une fois, un time to market hyper réduit. C'est-à-dire qu'on a pris les décisions assez tardivement. Trop tardivement parce que les QR codes et fabrications, vous le savez, elles ont déjà été réalisées. Donc, dans la première collection, on va dire, pour la prochaine saison, on va imprimer des QR codes et puis on va les mettre en entrepôt. Mais bon, l'avantage, c'est que vous serez conforme. Exactement. Voilà. Et avec un effort que je qualifie de minimum, c'est-à-dire qu'en gros, on a déjà là toutes les informations qui sont dans ESCM, le suivi qualité par les labos, la conformité, les certificats, effectivement. Un point qui est important, que je n'ai pas cité, c'est sur la partie qualité. On gère tous nos certificats Ecotext avec la date d'expiration directement dans le produit. Donc ça a été un vrai gain aussi pour nos équipes. Et donc, effectivement, pour nous, c'est un minimum d'effort pour un résultat rapide, quoi.
Et encore une fois, au niveau de la restitution, l'idée, c'est pas de restituer l'intégralité de l'information aux consommateurs, hein. Mais par contre, on devient auditable parce qu'on a tout récolté au bon moment. Et par rapport au législatif et au légal, vous serez en capacité, si on vous demande de rendre des comptes, de fournir instantanément les documents afférents. Et ça, c'est une vraie force. On n'a pas besoin d'aller chercher dans l'immensité du système d'information de votre organisation, d'aller chercher une information, on ne sait pas trop où d'ailleurs. On sait qu'on l'a dans le produit. Voilà. Merci Jérôme. On a juste un dernier point, je voulais juste conclure sur l'aspect transverse de ce type de solution qui est structurante. Donc on va maîtriser la donnée pour nos clients, mais on va les aider essentiellement, c'est ce qu'il faut retenir, à apprendre, à travailler sur leur métier, à être performants sur leur métier. Nous, on est un outil pour les accompagner dans ce domaine-là. On va s'affranchir de tâches chronophages, de fichiers Excel, de quoi que ce soit. L'objectif, c'est que nos clients puissent travailler vraiment ce qui fait leur valeur ajoutée, c'est-à-dire sur leurs compétences. Ça, c'est pour la performance. Et puis, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, tout ce travail du quotidien, on le met au service de la transparence de la marque pour adresser son public. Voilà ce qu'on pouvait dire. On est à peu près dans le timing, je crois, on a essayé de respecter. Vous êtes super dans le timing. Merci Jérôme, merci Pascal. Je crois qu'on peut vous applaudir déjà pour votre duo qui était qui était très clair. Moi, je vais vous poser un peu la même question que tout à l'heure pour Petit Bateau. Finalement, là, le projet, il a démarré en 2019. Surtout pour une perspective de à la fois changement d'organisation et de l'organisation appro et achat, et aussi parce que perspective de forte croissance et du nombre de références, etc. Entre-temps, évidemment, il y a ce qu'on a vécu et ce qu'on continue à vivre sur le Covid, sur la tension aussi, sur la partie transport. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que la solution a pu résoudre comme problème sur des choses qui n'étaient pas forcément d'ailleurs anticipées à l'époque, quand vous en avez discuté au tout début avec Bellara Numérique? Ouais, je pense, ouais. Alors sur la partie transport, alors si je refais un peu la chronologie, donc on a eu une explosion des coûts de transport, on a eu le petit bateau qui est resté coincé dans le canal de Suez. Oui, il y a eu ça aussi. Et non, mais il y a eu tous ces sujets-là en fait à traiter. Et donc ça a apporté beaucoup de désorganisation sur la partie supply. Donc l'avantage de du produit, il y en a eu deux. Le premier, c'était d'avoir des datas qui étaient toujours fraîches et à jour. On savait exactement où pouvaient se positionner les produits avec le calcul, parce qu'il y a aussi un calcul de MAD qui se fait avec le produit, donc on avait tout de suite une visibilité sur les impacts des décisions qui pouvaient être prises. Et puis le deuxième point, c'était très rapidement de pouvoir prendre des décisions avec justement les splits en disant ça, il va falloir changer le mode d'approvisionnement parce que nos clients vont pas être contents, et donc sur cette partie-là, on veut les servir d'abord. Et donc ça nous a aidé aussi par rapport à la prise de décision. Et puis le troisième point, c'est qu'on pouvait tout de suite avoir l'accord avec le mode collaboratif des fournisseurs et dire ok, je suis d'accord sur cette quantité, pas sur celle-ci, et avoir cet échange permanent malgré les fuseaux horaires, malgré tout ça, on était vraiment en flux tendu. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que plus il y a d'événements inattendus, plus ce type d'outil va nous aider à apporter de la visibilité sur ces événements inattendus, nous aider à prendre des décisions et finalement contourner les problématiques. Donc oui, on a été un peu chahuté, ça nous a bien aidé, tout à fait. Ouais, mais c'est exactement ça. Et nous, on met à disposition cette information-là. Après, il faut la traiter. On ne va pas aider la marque à traiter. Ça, c'est son métier. Par contre, on va vraiment l'informer des déviances qu'il peut y avoir et on va lui donner les moyens aussi de changer, de modifier son sourcing en l'occurrence, enfin son cadencement en l'occurrence, pour pouvoir répondre à sa problématique. Notre problématique, c'est que nos clients puissent servir en temps et en heure leurs demandes, c'est-à-dire leur vente concrètement, leur réseau physique ou leur réseau wholesale. C'est ça notre objectif final. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Un autre aspect, là, au début de votre question, c'était les volumes, concernant les volumes. Bon, mais paradoxalement, je pense que les volumes, ils ont augmenté, parce qu'aussi, vous avez fait des acquisitions, voilà, il y a plus de volume. Eh bien, avec l'équipe qu'ils avaient, ils ont pu faire face à cet accroissement d'activité, finalement, au travers du produit, et traiter ces volumétries toujours plus importantes. Et ce, malgré la crise et les délais qu'on a pu rencontrer, parce qu'évidemment, quand ils ont dû changer, quand le flux est arrivé à nouveau, mais il fallait être présent pour pouvoir l'adresser. Donc c'est à la fois là, un outil, on le voit,
de suivi des appros vraiment opérationnels, mais on a aussi vraiment de l'aide à la décision pour le pilotage et voire même tactique. Enfin là, on peut choisir après se dire est-ce que on va servir tel ou tel client. Il y a vraiment du pilotage tactique et voire stratégique, alors que au départ, c'est pas forcément la vocation première de l'outil. Oui, c'est exactement ça. C'est un outil opérationnel. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Et il y a quelques années, on nous reprochait justement de ne pas avoir... on nous disait, vous avez toute la donnée, mais vous ne l'exploitez pas suffisamment. Et ça, c'est un reproche qu'on pouvait nous adresser. Un reproche qu'on a pu corriger, parce qu'évidemment, ça fait sens. Quand on dispose de la donnée dans son système, c'est dommage de ne pas pouvoir s'en servir. Et on a vraiment travaillé dans ce sens-là. Sur le reporting. Donner des clés pour que nos clients puissent bénéficier des travaux qu'ils ont pu réaliser et puis améliorer encore une fois leur approvisionnement. Et ça, c'est clé. Ouais, et puis via la mise à disposition de la donnée. C'est-à-dire que si effectivement on n'a pas le bon rapport qui nous va bien dans SCM, le fait que la donnée soit disponible, on peut nous créer, aller chercher ce qu'on veut comme indicateur et le construire par nous-mêmes. Donc ça c'est important parce que justement lorsqu'on a des événements inattendus, on n'a pas le bon indicateur qui est directement dans l'outil et on a besoin de le construire à côté et ça c'est top. Ouais, c'est vraiment ça. Oui, on a plusieurs modes de reporting, on pourra en rediscuter si vous voulez pas, si c'est intéressant, mais effectivement, c'est assez varié et on dispose de la donnée nécessaire. Bon, alors ce qui est clé aussi, c'est de vous donner la parole. Si vous avez des questions, bien sûr, on ne va pas vous forcer, mais s'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions dans la salle à nos deux intervenants sur à la fois ce projet un peu de digitalisation étendue ou des questions d'ordre plus général sur la solution? Il y a une question là. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, Christophe Génie de Petit Bateau. En fait, on est utilisateur d'ISCM depuis 8 ans désormais. Donc on n'avait pas intégré jusqu'alors nos transitaires dans la solution ISCM. Et lorsque vous parliez de temps réel, en fait, on rencontre des problèmes de délai pour obtenir les documents de transport et donc de saisie après de date de départ de nos marchandises dans ISCM. Donc je voulais juste savoir si le fait d'interfacer les transitaires, ça permettait de résoudre en partie ce petit problème de décalage en fait. Alors, sur la récupération des documents, pas jusqu'au bout. Par contre, effectivement, alors, on pourrait aller plus loin. D'ailleurs, on a déjà commencé à réfléchir à aller plus loin. Mais aujourd'hui, effectivement, on est vraiment en temps réel avec les informations qu'eux ont dans leur système. Donc, pour les transporteurs qu'on a interfacés. Et on réfléchit à aller plus loin encore avec eux, parce que pour l'instant, on est sur la packing, la déclaration de la booking, les dates, le recalcul des dates et des différents, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'element sheet, quoi. Mais on ne récupère pas encore toute la partie documentaire. Mais ça fait partie des sujets qu'on va aborder, je pense, l'année prochaine. D'accord. Effectivement. Vas-y Christophe. Juste une dernière question. Je ne sais pas combien vous avez de transitaires, mais en moyenne, combien de temps ça vous a pris d'intégrer un transitaire Alors, c'est une bonne question. Non, mais je vais répondre, parce que sinon tu vas me donner un délai trop court qui n'est pas vrai. Non, il faut compter à peu près 6 mois. Entre le moment où on contacte le transitaire, où on se met d'accord d'un point de vue technologique. En fait, les transitaires, il y a un truc qui est assez magique. J'imaginais qu'ils avaient une panoplie de technologies dernière génération à mettre à nos dispositions. Et en fait, non. Et en fait, Mais pas vraiment. Et donc, il y a tout un travail déjà de négociation pour avoir le bon interlocuteur avec la bonne techno, se mettre d'accord. Et puis après, on arrive à mettre en place les flux, mais c'est assez précis en fait. Ouais. Juste un tout petit bémol, c'est que effectivement, parfois on part de zéro, on n'est pas sûr de l'information dont on va disposer. Ça peut faire débat avec les transitaires avec lesquels on va se connecter. On a un projet, on en reparlera, où on a ce flux de documentaires qui est associé, mais ça va dépendre aussi de la capacité du fournisseur à nous fournir l'information. Après, on ne réinvente pas toujours la roue. Une fois qu'on a bien intégré un processus avec un transitaire, on peut réutiliser dans d'autres contextes. Parce que pour le coup, le travail a été fait, et c'est là où on va capitaliser sur notre expérience. Et grosso modo, on va augmenter notre bibliothèque, on va dire, de connecteurs. Mais toujours à des fins d'aller dans une information plus précise, plus rapide. Alors, on va pas aller, on va pas vous dire le container
quel numéro précisément il s'est bloqué, enfin le bateau s'est arrêté au milieu de la mer, c'est pas le but. Mais par contre, le transitaire, lui, va avoir un certain niveau d'information que lui va nous donner en temps réel. Et ça, c'est vraiment important pour donner la visibilité aux marques et puis aussi à l'entrepôt, parce que derrière, il y a des vraies conséquences qui existent. Mais il y a une vraie différence entre intégrer un fournisseur, par exemple, à l'outil, puisque là, c'est de la saisie, et intégrer un transiteur, là, on lui demande carrément de développer une API. C'est ça dépend, certains non. Certains non, Ouais. certains en ont déjà. Ah oui. Mais si jamais on lui demande de développer, là, par exemple, une API pour Children, pour CWF, on va le dire comme ça va être plus rapide. Cette API, elle pourrait être réutilisée pour petits bateaux, par exemple, ou alors il faudra encore faire une autre API. Est-ce qu'on peut gagner du temps quand même vis-à-vis des différents clients? Alors on gagne du temps, en effet, sur la plupart. Et puis après, il y a ceux qui font du développement à la tête du client, on va dire, en fonction de l'accord commerciaux qu'ils peuvent avoir avec eux. Et c'est des gros acteurs, on ne va pas les citer, mais c'est des gros acteurs, où là, on va avoir des données qui peuvent être différentes selon les clients. Mais globalement, une fois qu'on l'a fait, on dispose de la bonne information et encore une fois, on ne réinvente pas la roue. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment un gain pour les solutions. De manière historique, c'est vrai que les transitaires avaient tendance à se connecter manuellement, mais on tend vraiment vers l'automatisation. Encore une fois, on veut décharger ces tâches de saisie, de ressaisie, des choses qui sont... Effectivement, nous, c'est un choix qu'on n'a pas fait quand les fournisseurs, ils saisissent. Donc là, il n'y a vraiment pas d'EDI, il n'y a pas de sujet. Mais le transitaire peut être un rôle dans le produit. On aurait pu faire le choix qu'en gros, ils saisissent manuellement les informations. Mais là, on va avoir des problèmes de délai aussi. Voilà, en fait, on n'a pas de délai et puis de qualité d'information. C'est-à-dire que mais finalement, est-ce qu'on aurait fourni un effort, mais est-ce qu'on aurait réellement amélioré la qualité de la donnée? Pas sûr. Donc on a préféré se dire, on part en EDI, en fait, faut se connecter directement à eux, c'est là qu'on obtiendra le directement à leur TMS. Alors ça, après, techniquement, je ne sais pas, mais en tout cas, on est connecté directement à la système d'information. C'est leur TMS qui nous fournit l'information, évidemment. Nous, on les alimente de ce qu'on a besoin de transporter, évidemment. Et le fournisseur n'a plus à le faire. Et effectivement, fort de ce flux, le transitaire va nous donner une réponse concernant la façon dont il a fait ses lots, concernant... Et le transitaire, parce que finalement, c'est toujours un peu du donnant-donnant. Qu'est-ce que vous lui promettez en échange nous, on ne lui promet rien. Mais donc, il doit développer une API, mais vous ne lui promettez rien. Oui, mais dans le partenariat avec eux. Voilà. C'est un service. Vous lui mettez la pression. Non, on l'accompagne pour grandir. C'est différent. Ça se passe effectivement comme ça. L'autre point sur le comme projet... on a fait avec Bellard. Oui, c'est vrai aussi. L'autre point sur le projet, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, dans la genèse du projet, il y avait l'aspect gestion des samples qui était hyper important. Et je sais que CWF nous a dit, nous, pour gérer les samples, c'est vraiment clé dans notre nouvelle organisation. Là, il faut qu'on ait un flux automatisé. Et là, il y a un seul prestataire qui est capable de le faire. On envoie des toutes petites quantités. Et donc là, il n'était pas question qu'on fasse sans l'automatisation de ce flux-là. Donc on a travaillé. Et on a beaucoup gagné sur les samples. En plus, là, en ce moment, il y avait des lockdowns, etc. Enfin, en Chine. Donc ça nous a permis de gagner en visibilité, gagner en efficacité. Et ça a été un point important. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question, pas forcément d'un client de ISCM, mais pourquoi pas? Ah, il y a une question encore. Ce sera la dernière. Après, on clôturera cette session. Oui, bonjour, Dominique Dangean, je suis directeur général de transition dans le domaine de la distribution et du négoce. Excusez-moi, j'ai pas entendu, peut-être un peu plus fort parce que moi j'ai du mal à entendre. J'y vais plus fort, c'est bon là? Là c'est bien. Donc j'avais peur que ça soit trop fort. Non, c'est bien. Donc Dominique Dangean, je suis directeur général de transition dans les domaines négoce et distribution. La dernière mission que j'ai faite était chez un importateur. Et j'ai l'impression, dans un autre métier, pas du tout dans le textile, et j'ai l'impression que votre solution peut être adaptée à tous les importateurs. Est-ce que je me trompe? Ouais, alors c'est un vrai point pour nous. Aujourd'hui, on n'a pas développé, concrètement, et ça c'est ma responsabilité, on n'a pas été sur ces secteurs d'activité-là dans une démarche commerciale proactive. Mais effectivement, les problématiques sont exactement les mêmes. Il peut y avoir à la marge... C'est vraiment l'impression que j'avais en vous écoutant. Oui. Ouais, exactement. Et on est de plus en plus sollicité. On a une caractéristique, comme on s'adresse à la mode, on gère des matrices de taille, donc il y a une complexité qui fait aussi notre élément différenciateur par rapport au marché. Et ça, c'est pas négligeable.
Mais oui, on y réfléchit et ça fera partie de nos axes de développement à venir, très certainement. Si ça vous intéresse, j'étais dans le pneumatique. D'accord, ben, on pourra rediscuter. Nous sommes sur le stand 13, je crois. Ouais. Ben voilà, là c'était une histoire qui a commencé avec Supply Chain Event. Il y en a peut-être une autre qui va redémarrer cette année. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci Pascal. Merci Jean-Louis. Merci beaucoup. Merci à tous.